Moi, c'est Rania, je suis juriste palestinienne dans une ONG des droits de l'homme qui s'appelle Al-Haq. C'est une ONG qui a été fondée en 1979. Notre rôle principal, c'est de prendre des témoignages de victimes de droits de l'homme en Palestine, comme beaucoup de violations dont vous venez d'entendre, que ce soit les démolitions de maisons, les exécutions et d'autres formes de violations des droits de l'homme. Et on cherche à mettre fin à ces violations à travers le droit international et les mécanismes internationaux. Et ça fait aussi partie de notre tournée pour ce soir et en général les 10 derniers jours. Donc, il faut rappeler aussi que Al-Haq joue un rôle principal parmi d'autres ONG palestiniennes pour les droits de l'homme et que d'ailleurs en 2018, on a reçu le prix des droits de l'homme de la République française ensemble avec une ONG israélienne qui s'appelle B'Tselem, qui cherche aussi à mettre fin à l'occupation israélienne et à faire respecter les droits des Palestiniens. Je vais parler rapidement un peu du côté historique avant de parler juste de l'actualité. Et je vais dire que c'est important quand on a entendu ce cas de Selwan, qui est un cas actuel de vie quotidienne à Jérusalem, en Palestine, de rappeler que cette politique de transfert, de déplacer le peuple palestinien, c'est une politique qui existe bien depuis avant la création même de l'État d'Israël. C'est une politique qui a été annoncée et évoquée par les dirigeants sionistes, même avant la création de l'État. Donc on parle par exemple de Ben Gurion, qui est devenu plus tard le premier ministre israélien, qui disait déjà en 1937 que le transfert obligatoire des Arabes des vallées de l'État juif projeté, nous devons tenir à cette conclusion de la même manière que nous tenons à la déclaration Balfour et de la même manière même que nous tenons au sionisme même. Il disait aussi que 40% de non-juifs en Palestine, dans une région allouée à l'État juif, ce n'était pas une base solide. Et donc que cette balance démographique remettait en cause l'aptitude à maintenir une souveraineté juive, et d'autre part que seul un État où au moins 80% étaient des juifs était stable et viable. Ce sont des propos de 1937 et 1947, depuis plus de 70 ans. Mais c'est toujours la politique qui est menée aujourd'hui en Palestine pour déplacer les Palestiniens, expulser les Palestiniens de leur village et continuer ce processus de colonisation qui, aujourd'hui, n'a toujours pas terminé. On parle aussi des débuts de 1948, la guerre qui a mené à l'expulsion massive de la population palestinienne. 3/4 du peuple palestinien déplacé en 1948, comme faisant partie d'une campagne menée pour le nettoyage ethnique et le déplacement et le transfert forcé des Palestiniens. C'est un plan qui s'appelait le plan Dalet qui a été mis en place pour déplacer et transférer de manière systématique les Palestiniens. Et c'est à cause de ce plan et à travers ce plan que 531 villages palestiniens ont été détruits en 1948. Les Palestiniens qui sont devenus réfugiés, aujourd'hui, plus que 70 ans plus tard, n'ont toujours pas le droit de retourner dans leur terre et dans leur village, alors même que c'est un droit qui leur a été accordé à l'époque. À l'époque, on parlait déjà de lois et de coutumes de la guerre qui interdisaient ce transfert de population, ces déplacements massifs de la population civile qui étaient déjà interdits, mais aussi l'expulsion et la destruction des biens sans motif. C'était déjà à l'époque des crimes de guerre, et d'ailleurs, ils avaient déjà été jugés 3 ans auparavant, en 1945, pendant le procès de Nuremberg. Alors qu'en Palestine, quand 3 ans plus tard, les mêmes crimes ont été commis, personne n'a été jugé. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais été jugé pour ce transfert continu des Palestiniens. Depuis le 11 décembre, je le rappelle parce que c'est bientôt l'anniversaire, les Palestiniens, surtout les réfugiés palestiniens et ceux déplacés à l'intérieur du pays, ont un droit reconnu au retour. Ce droit a été réaffirmé par les Nations Unies plus que 100 fois depuis 1948, plus qu'aucune autre résolution dans l'histoire même des Nations Unies. Donc cela montre aussi les faits et l'importance que ce droit a
en droit international et que c'est un droit inaliénable du peuple palestinien. Qu'on ne peut pas parler d'autodétermination palestinienne aujourd'hui sans parler de cette place du droit de retour des réfugiés palestiniens. En 1967, on a eu l'occupation israélienne du territoire palestinien occupé qui comprend aujourd'hui la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Ces territoires aujourd'hui restent occupés en droit international. On a aussi le Golan syrien occupé qui aussi reste depuis 1967 sous occupation israélienne militaire. Alors qu'à l'époque même, l'acquisition des territoires par la force était déjà interdite. C'est cette politique qui a été menée par les autorités israéliennes. Non seulement ceci, mais on parle aussi d'annexion illégale de territoire, qui veut dire quelque chose de spécial aussi dans cette région où on est aujourd'hui. Donc l'annexion de Jérusalem-Est a été effectuée en 1967, l'annexion aussi du Golan syrien occupé, et aujourd'hui les autorités israéliennes parlent d'une intention d'annexer la vallée du Jourdain, c'est-à-dire que ce processus d'annexion et d'acquisition de territoire aussi n'a jamais terminé et continue. Et ça fait partie de ce projet de transfert, de déplacement des Palestiniens, mais aussi de changement démographique et de colonisation dans le territoire occupé. Depuis 1967, il faut aussi souligner cette politique très très importante et grave des autorités israéliennes, qui est la politique de la fragmentation du peuple palestinien, c'est-à-dire la division stratégique des Palestiniens dans différentes catégories, que ce soit géographiquement, politiquement ou juridiquement. C'est-à-dire que les Palestiniens, depuis 1967, sont divisés en 4 différentes catégories. Chacun d'entre eux est traité de manière différente par les autorités israéliennes. On parle d'au moins 2 millions de Palestiniens aujourd'hui qui portent la citoyenneté de l'État d'Israël. Ce sont ces Palestiniens qui, après la guerre de 1948, sont restés à l'intérieur de la Palestine mandataire et à qui on a imposé cette citoyenneté israélienne. Mais on va voir qu'ils n'ont pas le même statut que les Israéliens juifs dans le même pays. On a 300 000 Palestiniens de Jérusalem, comme Silwan et ailleurs dans la ville, qui ont ce statut de résident permanent. Un statut qui leur a été accordé en 1967, qui est un statut précaire, alors même que c'est une résidence soi-disant permanente. En fait, elle peut être révoquée par les autorités israéliennes. Et en fait, depuis 1967, les autorités israéliennes ont adopté dans la loi plusieurs méthodes pour révoquer cette résidence des Palestiniens de Jérusalem, que ce soit sur la base que leur centre de vie c'est pas Jérusalem ou c'est ailleurs, ou que ce soit récemment sur la base qu'il manque l'allégeance aux autorités israéliennes, ce qui d'ailleurs n'est pas est interdit de demander à une population occupée. Et donc depuis 1967, on a au moins 14 500 Palestiniens qui ont perdu leur résidence à Jérusalem, qui a été révoquée par les autorités sur ces bases juridiques. En Cisjordanie, on a près de 4,7 millions de Palestiniens, et dans Gaza, on a 2 millions de Palestiniens. On compte parmi eux aussi une population importante de réfugiés palestiniens. En Cisjordanie, près de 700 000 réfugiés, et à Gaza, près de 1,4 million de réfugiés. Et en total, le nombre de réfugiés palestiniens reconnus par les Nations Unies aujourd'hui dans le monde, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza, en Jordanie, en Syrie ou au Liban, on parle de 6 millions de Palestiniens réfugiés, mais aussi il faut rappeler qu'il y a 13 millions de Palestiniens dans le monde en entier, un nombre de Palestiniens en exil qui n'ont pas ce droit de retourner en Palestine ou même de mettre pied en Palestine. C'est-à-dire que c'est la politique israélienne qui empêche les Palestiniens de se regrouper et qui empêche l'autodétermination du peuple palestinien à travers cette fragmentation stratégique. Et c'est aussi une méthode qui sert à obscurir un régime institutionnalisé d'oppression qui est mené par les autorités israéliennes. Il faut rappeler dans ce contexte que cette pratique, ce ne sont pas seulement des politiques israéliennes, mais ce sont aussi les lois israéliennes qui ancrent cette discrimination dans la loi. C'est pour ça qu'on parle de la création d'un État d'apartheid israélien
qui vise le peuple palestinien en entier. Donc on parle de la loi du retour de 1950. Cette loi adoptée par l'État d'Israël en 1950 dit que toute personne de foi juive, sans même avoir une connexion avec le pays, pouvait venir et s'installer, alors que le Palestinien qui est réfugié, qui a dû fuir à cause de la guerre, n'a jamais eu le droit de retourner dans son village, alors que dans la plupart des cas, ils avaient des biens et des propriétés qui leur ont été confisqués. D'autre part, la loi sur la citoyenneté de 1952 disait que toute personne de foi juive pouvait venir et avoir la citoyenneté du pays, alors que les Palestiniens ne peuvent pas avoir cette citoyenneté. Et de la même manière, les Palestiniens, non seulement déplacés et on leur a interdit de retourner, mais aussi on a confisqué leurs biens et leurs propriétés avec cette loi de la propriété des absents de 1950. Cette loi dit plus ou moins que si une personne est absente, l'État pouvait confisquer leurs propriétés, alors qu'il fallait tenir compte du fait qu'ils étaient absents parce que les autorités israéliennes elles-mêmes leur interdisaient de revenir, et c'est toujours la politique qui est menée aujourd'hui. Finalement, je vais parler un peu de la loi de l'État-nation du peuple juif de 2018. Cette loi, qui est très dangereuse, a été adoptée l'année dernière par le Parlement israélien et dit que le droit de détermination était exclusif, selon la loi, au peuple juif. C'est ce que la loi dit. Et la loi ne mentionne pas les Palestiniens. C'est d'ailleurs la place que les Palestiniens ont dans la loi israélienne. D'autre part, ils disent que la langue arabe n'a plus le statut officiel dans le pays. Et finalement, ils disent aussi que la colonisation aurait une valeur nationale, c'est-à-dire qu'elle serait une priorité pour tous les gouvernements à venir israéliens, quels que soient les résultats des élections israéliennes. En 1967, ce sont ces lois discriminatoires d'apartheid qui ont été imposées sur le territoire palestinien occupé, en Cisjordanie, à Gaza, y compris dans Jérusalem-Est. En 2017, un rapport très important est paru aux Nations Unies, à la Commission de l'Asie de l'Ouest des Nations Unies. Ce rapport décrit qu'Israël a créé un régime d'apartheid sur le peuple palestinien, utilisant cette fragmentation stratégique du peuple palestinien comme l'outil principal de cet apartheid et de cette discrimination raciale. Et il disait aussi, d'ailleurs, que la communauté internationale a involontairement collaboré à cette manœuvre, en établissant une distinction stricte entre les différentes catégories des Palestiniens, c'est-à-dire entre les Palestiniens du territoire palestinien occupé, les Palestiniens qui portaient la citoyenneté d'Israël, et d'autre part en traitant les Palestiniens en dehors du pays comme, entre guillemets, le problème des réfugiés. Et que c'était cette division même qui servait à obscurir l'existence d'un régime d'apartheid qui vise tous les Palestiniens, n'importe où qu'ils soient. Dans Jérusalem, vous avez déjà entendu les pratiques israéliennes, donc je rappelle seulement que 35% des terres dans Jérusalem-Est sont confisquées, expropriées par l'État pour la construction de colonies israéliennes. Vous avez déjà entendu l'effet de la colonisation dans la ville. Alors que les Palestiniens dans Jérusalem-Est n'ont que 13% des terres qui sont zonées pour leur propre construction. Et même ces 13%, vous avez vu les photos de Silwan, sont déjà très densément peuplées et construites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place de construire dans la majorité de ces terres. Et ça fait partie d'une politique démographique de changer la démographie de la ville, qui d'ailleurs est inscrite par la municipalité dans les plans pour Jérusalem. La zone C, on en a parlé récemment et c'est parce qu'il y a une intention qui a été annoncée la semaine dernière et même en septembre par les autorités israéliennes d'annexer la vallée du Jourdain, qui est une partie importante de la zone C. La zone C de la Cisjordanie, elle tombe sous contrôle israélien exclusif, militaire, civil, etc. Et c'est une zone qui est très riche en ressources naturelles, en eau, en terres fertiles, et qui est stratégique pour la colonisation israélienne. C'est pour ça que vous voyez très bien que cette partie du territoire reste sous contrôle israélien. Aujourd'hui, on parle de moins de 300 000 Palestiniens dans la zone C.
et au moins 340 000 colons israéliens installés dans le même territoire, qui jouissent d'autre part des droits dont les Palestiniens ne jouissent pas, y compris l'accès à l'eau. Les transferts, je le rappelle aujourd'hui parce qu'on a eu cette annonce la semaine dernière des autorités, de l'administration américaine, disant que les colonies israéliennes ne sont plus illégales selon le droit international. On a eu d'autres annonces et déclarations comme par l'Union européenne pour dire que cela ne changeait pas la légalité des colonies et le fait que le transfert de population, que ce soit le transfert de civils israéliens dans le territoire occupé ou le transfert des Palestiniens en dehors de leur village et de leur terre, était une forme illégale de colonisation du territoire. Je rappelle aussi que la destruction des biens, surtout sur une large échelle, sans motif, sans nécessité militaire, comme le cas de démolition des maisons, c'est une pratique interdite en droit international qui peut constituer un crime de guerre selon le statut de Rome et selon le statut de la Cour pénale internationale. Dans la bande de Gaza, la situation, il faut le rappeler, est très critique à cause du blocus israélien imposé depuis 12 ans sur la bande de Gaza, qui a créé une situation entièrement inhabitable pour les Palestiniens de Gaza. On parle de 1,3 million de Palestiniens dans Gaza qui n'ont pas assez à manger, 80% qui dépendent de l'aide humanitaire, 69% des jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas d'avenir dans Gaza. Et on parle de la moitié de la population qui vit en pauvreté. C'est-à-dire que selon les Nations Unies même, la situation à Gaza est très critique et ils disent qu'en 2020, ce sera inhabitable. Nous, la société civile, on dit déjà depuis des années que la situation à Gaza est inhabitable. Et il ne faut pas attendre 2020 pour prendre des mesures concrètes pour mettre fin à cette situation. Et pour montrer aussi l'échelle et l'importance des problèmes à Gaza, il faut rappeler la question des marches du retour. Depuis le 30 mars l'année dernière, les Palestiniens manifestent toutes les semaines à Gaza depuis 82 semaines, d'une part pour dire que le blocus doit être levé pour qu'ils puissent vivre de manière normale, en dignité, avec le respect des droits de l'homme. Et d'autre part, ils demandent aussi le respect de leurs droits inaliénables, y compris le droit du retour des réfugiés palestiniens. C'est pour ça que ça s'appelle la marche du retour. Et aussi, depuis 82 semaines, la réponse des autorités israéliennes a été brutale pour dire la moindre des choses. 214 Palestiniens ont été tués par les snipers israéliens pendant les manifestations pacifiques, selon l'enquête des Nations Unies qui a été menée l'année dernière. C'est 214 à partir de la semaine dernière. 46 d'entre eux, c'était des enfants. On a aussi 9 personnes handicapées, 4 ambulanciers et 2 journalistes tués de manière systématique par les autorités israéliennes pendant ces manifestations pacifiques. Au moins 30 000 Palestiniens à Gaza ont été blessés pendant ces manifestations aussi, et parmi eux, 8 000 blessés par balles réelles qui n'ont pas de traitement nécessaire à Gaza, qui n'ont pas la possibilité de se soigner. Et en même temps, les autorités israéliennes ne leur permettent pas de sortir de Gaza pour avoir ce soin ou ce traitement médical ailleurs. En 2018, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a créé cette commission d'enquête pour examiner la situation à Gaza avec ces marches du retour. Et ils ont trouvé dans leurs résultats que rien ne pouvait justifier de tuer et de blesser des journalistes, des médecins ou ambulanciers, des personnes qui ne représentent aucune menace de mort. Et d'autre part que le ciblage des enfants et des personnes handicapées, c'était particulièrement alarmant. Il disait aussi que la Commission a trouvé des motifs raisonnables pour croire que les soldats israéliens ont commis des violations graves du droit international. On parle de violations qui peuvent constituer des crimes de guerre et même des crimes contre l'humanité à travers ces pratiques. Finalement, ils ont dit qu'ils ont soumis un dossier à la Cour pénale internationale qui a été mis à leur disposition.
et qu'ils ont aussi préparé un dossier pour les mécanismes nationaux et internationaux de justice pour pouvoir mettre fin à cette situation d'impunité. Je rappelle que la Cour pénale internationale, depuis 2015, mène un examen préliminaire dans le cas de la Palestine qui est censé enquêter ou pas enquêter, mais examiner les violations et les crimes potentiels commis en Palestine depuis le 13 juin 2014. On parle ici de crimes potentiels comme le transfert des populations, transfert des Palestiniens et des colons, la destruction des propriétés et des biens, et même le crime de l'apartheid qui constituerait un crime contre l'humanité. Je rappelle aussi que la France, comme d'autres pays, et c'est ce qu'on disait pendant notre tournée ici, ont la responsabilité de juger les crimes potentiels commis en Palestine dans leurs propres tribunaux. Et d'ailleurs, la France est un des pays qui a la compétence universelle et qui peut juger des individus dans ses propres tribunaux, quelle que soit la nationalité de cet individu, et même quand ces crimes potentiels ne sont pas commis dans son propre territoire. C'est un outil que la France n'a jamais utilisé quand il s'agit de la Palestine, et d'ailleurs, c'est une impunité qui règne aussi en Europe et ailleurs dans le monde. Finalement, je rappelle que quand on parle d'impunité israélienne, il faut parler du rôle de la communauté internationale. Parce que sans ce soutien continu de la communauté internationale, il n'y aura pas cette impunité et ces violations des droits de l'homme qui continueraient en Palestine. Donc on parle d'une dépendance israélienne, qu'elle soit économique ou politique, surtout de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne. Et on dit aussi qu'Israël ne peut pas maintenir l'occupation sans ce soutien actif des pays, surtout les pays industrialisés. Et c'est d'ailleurs ce que disait le rapporteur spécial des Nations Unies sur la Palestine. Finalement, il a, dans un rapport du rapporteur spécial récent pour l'Assemblée générale des Nations Unies, il indique des mesures nécessaires pour mettre fin à la question de l'impunité. Et il parle de méthodes et de mesures qui ont été adoptées dans d'autres contextes, comme avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais ce sont des mesures qui n'ont jamais été prises dans le cas de la Palestine. On parle de démarches politiques, de sanctions diplomatiques ou économiques, de réduction ou de suspension d'accords et de coopération et d'aide, et d'embargo sur les armes. Ce sont des méthodes qui ne sont pas nouvelles, mais qui n'ont jamais été prises dans notre cas en Palestine. Finalement, on rappelle aussi que si on veut mettre fin à cette situation d'impunité, il faut mettre de l'importance sur la question de la justice internationale et surtout l'ouverture de cette enquête par la Cour pénale internationale. Sans une enquête dans le cas de la Palestine, le message pour Israël et d'ailleurs pour d'autres pays est très très clair qu'il n'y aura pas de responsabilité pour les crimes potentiels et les violations qui continuent à être commises. Finalement, on parle de recommandations des Nations Unies, de résolutions nombreuses des Nations Unies qui doivent être appliquées et ce n'est pas possible sans volonté par la communauté internationale et sans volonté politique pour le faire. Et je rappelle finalement le rôle principal que joue la société civile, que ce soit en Palestine, en France ou dans le monde entier, pour mettre fin à ces situations d'impunité. Et je rappelle aussi que dans le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, sous le régime de l'apartheid, c'est le rôle principal de la communauté internationale et de la communauté civile qui a eu un impact majeur pour mettre fin à la situation de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est la même chose pour la Palestine et c'est pour ça qu'on rappelle le rôle essentiel que cette société civile joue et continue à jouer. Et nous, on a besoin de vous au final pour continuer notre travail. Et je crois que pour vous, ce sera pareil pour les années à venir. Donc, merci beaucoup à tous.